Désarmée par tes prières, elle te l'accordera. » Arachné, lui jetant un regard plein de courroux, laisse la trame commencer et retient à peine sa main prête à frapper. Elle trahit sur son visage la colère qui l'enflamme et répond à celle qui cache à ses yeux la divine Pallas. « Insensé, le poids de l'âge qui courbe ton corps affaiblit aussi ta raison. C'est souvent un malheur d'avoir trop vécu. Si tu as une bru, si tu as une fille, fais-leur entendre ce langage. Je sais me conseiller moi-même, et pour te convaincre que tes remontrances sont vaines, apprends que je n'ai pas changé. Pourquoi ne vient-elle pas elle-même? Pourquoi se dérobe-t-elle au combat? » « Elle est venue, dit alors la déesse, et dépouillant les traits de la vieillesse, elle révèle Pallas. Sa divinité reçoit l'hommage des nymphes et des vierges de Lydie. Arachné seule n'est point émue. Elle rougit pourtant, mais la rougeur soudaine qui malgré elle colore son visage s'évanouit aussitôt, pareille à l'air qui se teint de pourpre au lever de l'aurore et que bientôt on voit blanchir aux premiers rayons du soleil. Elle persiste dans son entreprise, et dans sa folle ambition de ravir la palme, elle court à sa ruine, car la fille de Jupiter ne recule pas devant le défi, elle cesse de conseiller et ne diffère plus la lutte. Aussitôt, prenant place vis-à-vis l'une de l'autre, elles tendent les fils légers qui forment une double série et les attachent au métier. Un roseau sépare les fils. Au milieu d'eux glisse la trame, qui, conduite par la navette affilée, se déroule sous leurs doigts, s'entrelace à la chaîne et s'unit avec elle sous les coups du peigne aux dents aiguës. L'une et l'autre se hâtent, et, la robe repliée autour de leurs seins, les habiles ouvrières pressent le mouvement rapide de leurs mains. Le désir de vaincre les rend insensibles à la fatigue. Elles emploient dans leur tissu la pourpre que Tyr a préparée dans des vases d'airain, et marient les nuances avec tant de délicatesse que l'œil ne saurait les distinguer. Tels, réfléchis par la pluie, les rayons du soleil décrivent un arc dont la courbe immense embrasse l'étendue des cieux. Il brille de 1000 couleurs variées, mais le passage de l'une à l'autre échappe à l'œil séduit. Tant elles se fondent aux points qui se touchent, mais aux extrémités la différence éclate. Sous leurs doigts, l'or flexible se mêle à la laine et des histoires empruntées à l'Antiquité se déroulent sur la toile. Pallas peint la colline consacrée à Mars près de la ville de Cécrops et le débat qui s'éleva jadis sur le nom de la contrée. Les 12 dieux assis autour de Jupiter sur des sièges élevés brillent revêtus d'une auguste majesté. Chacun d'eux se fait reconnaître à ses traits. Mais la grandeur royale éclate sur le front de Jupiter. Le roi des mers est debout. Il frappe de son long trident des rochers escarpés, fait jaillir un coursier de leurs flancs entr'ouverts, et par ce témoignage de sa puissance, il revendique l'empire de la contrée. La déesse se représente elle-même armée de son bouclier et de sa lance à la pointe acérée. Elle met un casque sur sa tête. Autour de sa poitrine, l'égide qui la protège. Elle frappe la terre de sa lance, et l'on en voit sortir l'olivier tout chargé de ses fruits et de son pâle feuillage. Les dieux sont transportés d'admiration, et Pallas couronne son ouvrage par sa victoire. Cependant, pour qu'un exemple apprenne à sa rivale quel prix elle doit attendre de son audace insensée, elle représente aux 4 coins de la toile 4 combats remarquables à la fois par la vivacité du coloris et par la petitesse des figures. À l'un des angles, on voit Émus et son épouse Rhodope de Thrace, aujourd'hui montagne chargée de frimas, autrefois mortels orgueilleux qui usurpèrent les noms des plus puissantes divinités. Dans une autre, c'est la destinée déplorable de la mère des Pygmées. Junon, qu'elle avait provoquée, la vainquit, la changea en grue et la condamna à faire la guerre à ses sujets. Plus loin, c'est Antigone, qui jadis osa se mesurer avec l'épouse du grand Jupiter. La reine des dieux la métamorphosa en oiseau. Ni la gloire d'Ilion, sa patrie, ni celle de Laomédon, son père, ne purent la sauver. Sous le plumage d'une cigogne au long bec, des cris bruyants applaudissent encore à sa beauté. Le dernier angle montre Cinyre, privé de sa famille et embrassant les degrés du temple formé des membres de ses filles. Couché sur le marbre, des larmes semblent couler de ses yeux. Les branches de l'olivier pacifique bordent ce tableau.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.